Un peu moins. Donc, en fait, merci pour l'invitation. J'ai fait un peu moins justement parce que l'année passée c'était un peu long. Et surtout, la question était les nouveautés au niveau PKPD, au niveau diffusion des antibiotiques dans le tissu. Ce qui est un peu décevant de la deuxième partie parce que vous allez voir qu'au niveau de diffusion à mesure des concentrations des antibiotiques dans le tissu, on reste limité en pratique. Et en termes de PKPD, évidemment, je ne veux pas refaire tout ce que j'ai fait l'année passée. J'ai quelques rappels de ce qui est vraiment sorti les derniers 2 ans en termes surtout pratiques cliniques et mesures des antibiotiques chez nos patients. Donc, je vais évidemment me concentrer sur les antibiotiques qu'on utilise le plus. La plupart de ces molécules, qu'elles soient des aminosides, des bêta-lactames, les glycopeptides sont des molécules hydrophiles, donc ils ont une pénétration dans la circulation systémique extrêmement importante tout d'abord. Et vous connaissez cette slide que j'ai refait moi-même, mais qui vient d'une chapitre, une des revues faites par Jason Roberts et Lipman, qui travaillent au Queensland, en Australie, qui résume très bien ce qui se passe pas seulement dans le sepsis, comme on aurait dit il y a 10 ans, mais ce qui se passe dans le malade critique tout venant, traumatisé crânien, vraiment c'est la même chose. On a toute une série de changements en termes de pharmacocinétique qui fait en gros, c'est que les doses d'antibiotiques qu'on utilise chez nos patients, qui dérivent en fait des études faites chez les volontaires sains, chez les malades pas très malades, vraiment ne donnent pas les mêmes taux attendus d'antibiotiques de ce qui se passerait chez le patient tout venant. Et donc vous allez avoir ici un résumé surtout assez bien, assez clair de ce qui se passe en termes d'augmentation de débit cardiaque, par exemple, après un sepsis, ce qui augmente le débit rénal et l'augmentation de la clearance des antibiotiques, comme tous les antibiotiques hydrophiles, des bêta-lactames, des aminosides, des glycopeptides, et à la fois l'augmentation du volume de distribution lié au volume qu'on donne à la fluide capillaire, qui augmente le volume de distribution. Ce qui fait ici, en bas à gauche, que vous allez avoir des taux d'antibiotiques plus bas que ce qu'on aurait chez un malade tout venant, en donnant par exemple 2 grammes par 8 heures de cefépime. Mais vous savez aussi que nos patients ont beaucoup de dysfonction d'organes, surtout rénale, partie hépatique, tout ça diminue la clearance, donc ça va accumuler la molécule. Et donc il est clair que si vous ne mesurez pas probablement les taux d'antibiotiques, c'est très difficile en avance de prédire quel malade va être sous-traité, quel malade risque d'avoir des taux d'antibiotiques trop élevés. Alors cette slide vous rappelle, parce qu'on parle après, de comment la pharmacocinétique nous aide. Moi je ne suis pas un pharmacien, je suis un intensiviste, un interniste de base, donc j'ai essayé d'apprendre les bases de la pharmacocinétique qui est assez simple, ces concepts. La pharmacocinétique, c'est la mesure des taux d'antibiotiques dans le temps, après l'injection au temps zéro, les modifications, le vide plasmatique, la phase d'élimination. Et évidemment, pour avoir l'efficacité de la molécule, il faut mesurer, il faut rapporter ces taux d'antibiotiques à un seuil de susceptibilité du pathogène à la molécule elle-même. Alors, en pratique clinique, ce qu'on a, c'est pas le mieux, c'est la CMI. Et donc, si vous calculez le rapport entre le pic plasmatique, ici, et la CMI, et vous avez donc l'indice d'efficacité des aminosides. C'est pour ça qu'on a l'aminoside une fois par jour, une belle dose, un gros pic plasmatique. Le plus le pic est élevé, le plus l'aminoside est efficace. Tout à fait du côté opposé, c'est le bêta-lactame. Les bêta-lactames, en fait, n'agissent pas sur le pic plasmatique, mais agissent de façon continue si vous gardez les taux de la molécule au-delà d'une certaine CMI. Donc c'est pour ça qu'on ne donne pas, par exemple, le méronème une fois par jour, on donne 3 fois par jour. On n'est pas intéressé au pic plasmatique, mais on est intéressé à garder constamment le taux d'antibiotique en dessous de cette CMI. C'est important de connaître ça, parce que si vous connaissez les bases de la pharmacocinétique, vous comprenez pourquoi on donne les antibiotiques d'une certaine façon et comment éventuellement optimaliser le traitement. Alors au niveau des aminosides, pour autant qu'on les utilise encore en réanimation, vu que le volume de distribution il est augmenté, ce qui se passe, c'est que je donne 15 mg/kg d'amicacine, mon pic plasmatique va être plus bas que le patient tout venant, évidemment, parce qu'il va se distribuer dans un volume beaucoup plus important. Ce qui veut dire, c'est que si je veux obtenir le même pic plasmatique d'un patient tout venant, chez un malade de réanimation, je dois donner plus d'aminosides. Donc si c'est 15 mg/kg d'amicacine, je dois donner par exemple autour de 25 mg/kg, ce qui est, je vous assure, une solide dose à administrer chez nos patients. Alors d'où ça vient tout ça? C'est des études qui datent de 87, donc ce n'est pas les nouveautés en PKPD, ne vous inquiétez pas, c'est des études de 87, ce qu'on a, qui ont montré que si vous donnez les aminosides en 3 fois par jour chez des patients qui ne sont pas très mal parce qu'ils ont une survie de 85-90%, le rapport entre le pic d'aminosides et la CMI, et c'est des aminosides donnés en monothérapie, donc c'est tout à fait différent de ce qui se passe aujourd'hui, était proportionnel à l'outcome. Et si vous avez un rapport entre le pic et la CMI de 8 ou plus que 8, vous avez 90% de réponse clinique, alors que vous avez moins que 8, 6, 4, vous avez entre 70 et 75%. C'est de cela qui vient les données cliniques qui disent qu'il faut avoir un pic plasmatique qui dépasse 8 à 10 fois la CMI. Et donc, qu'est-ce qui se passe en pratique clinique? C'est évidemment, aujourd'hui, on a plus dans les années 80. On donne des aminosides de réanimation pour des germes assez difficiles à traiter, comme le PIO, qui a donc une CMI pas très basse. Par exemple, la CMI pour le PIO, l'amicacine est 8. Ce qui veut dire que si je dois obtenir un pic plasmatique 8 x 8, c'est pas compliqué, ça fait 64. Je dois donner 25 à 30 mg/kg. Alors,
En 2010, on a essayé de tester, parce que ça c'était reporté dans plusieurs études, qu'on a dit on devrait faire ça, c'est calculé, c'est estimé, mais il n'y a personne qui a osé le faire. Et donc, vu qu'à Bruxelles on fait tout, on s'est dit qu'on allait donner 25 mg de d'amicacine à des patients en réanimation contre dose de charge. Et évidemment, le premier patient qui est arrivé pesait 100 kg et reçu donc l'équivalent d'une solidose d'amicacine. On a quand même montré que si votre limite, la limite de pic plasmatique est 64, 8 fois la sémie pour le PIO, vous allez effectivement être efficace. 72% de vos patients atteignent le but pharmacocinétique. On ne parle pas d'efficacité, on parle d'optimisation des taux plasmatiques. Mais il reste un tiers des patients qui sont sous-traités. Donc, malgré qu'on donne une grosse dose d'amicacine, et on voudrait tellement cibler le piocénique, il reste encore des patients qui devraient recevoir encore plus que 25 mg par kilo. Et ces données ont été confirmées par l'équipe chilienne qui a montré qu'effectivement, si vous voulez optimaliser l'amicacine chez les patients de soins intensifs et vous voulez cibler des taux de pic plasmatique suffisants pour traiter un PIO, il faut donner au moins 25 à 30 mg par kilo. Alors la question est, est-ce que ça a un impact clinique? C'est la grosse question. Alors on n'a pas de données de la littérature. Ce papier est sorti l'année passée, sous Critical Care, avec une équipe polonaise donc, qui a évalué des patients en sepsis sévère et choc septique en réanimation là-bas, une petite cohorte, 60 de patients. On a trouvé effectivement une corrélation entre le rapport entre le pic et la CMI du pathogène au premier pic, donc c'est la pic mesuré à la première dose d'aminosidde, donnée en combination therapy, donc c'est associé à une bêta-lactame pour laquelle le pathogène est évidemment sensible. On voit effectivement qu'il y a un trend pour l'éradication microbiologique qui est effectivement une association statistique avec la réponse clinique parmi les patients qui ont un rapport pic-CMI plus élevé comparé à ceux qui reçoivent la bêta-lactame plus une aminoside qui est un peu sous-traitée. Alors c'est la seule évidence qu'on a un peu clinique. C'est vrai que ce n'est pas de la grosse évidence en termes de puissance statistique, mais c'est une des premières études qui a montré une association entre une réponse clinique et le pic plasmatique chez les patients de réanimation. Alors qu'est-ce qui se passe pour les bêta-lactames? Les bêta-lactames, on cible, donc vous avez le temps en dessous de la CMI, et donc on a vu déjà, en sous-papier en 2010, que si vous mesurez les taux de bêta-lactame à spectre élargi, donc ça c'est piperacilline, céphalosporine, méropenem, et vous regardez combien de ces patients atteignent des taux satisfaisants pour couvrir théoriquement un pseudomonas en réanimation, vous allez voir que le pourcentage des patients qui a des taux adéquats est extrêmement très faible. Donc, si on utilise les doses standards de bêta-lactame pour traiter nos patients, on va être en termes pharmacocinétiques, pas en termes d'efficacité clinique, peut-être pas assez efficace pour traiter en PIO. Alors, on devrait donner plus d'antibiotiques. Donc, une façon de donner ça, c'est évidemment un bêta-lactame de façon très fréquente, parce qu'on va garder ce niveau de CMI le plus élevé, enfin, de taux d'antibiotiques au-dessous de la CMI le plus élevé possible. Ce qui fait qu'alors, je ne sais pas moi, méronem, plutôt qu'un gramme tous les 8 heures, vous donnez un gramme tous les 4 heures. Ce qui va faire évidemment des coûts extrêmement importants. Une autre façon de faire ça, c'est évidemment de cibler un seuil minime de concentration d'antibiotiques et donc donner ça de façon continue, ce qui permet donc d'atteindre, de garder le niveau qu'il vous faut optimal pour la plupart du temps pendant la thérapie de votre patient. Alors, au niveau pharmacocinétique, il est sûr que ça marche. Il y a plusieurs papiers qui ont montré que si vous donnez la perfusion continue n'importe quel bêta-lactame, céphalosporine, méropenem, piperacilline, c'est nettement mieux que la perfusion intermittente pour avoir des taux meilleurs pour traiter le pseudomonas, la cinéto, pour les patients de soins intensifs. La question, est-ce qu'il y a des réponses cliniques? Alors, je pourrais vous citer les papiers rétrospectifs de l'Odyssée et tous les autres. J'aime bien citer un papier récent qui est, encore une fois, de l'équipe australienne, sorti du CIADI l'année passée, dans lequel les auteurs ont randomisé une centaine de patients à recevoir une perfusion continue intermittente de bêta-lactame, ticarciline, piperacilline et méropenem. Ils ont montré, certes, que les taux d'antibiotiques étaient meilleurs qu'en perf continue, ça on le savait déjà. Vous voyez ici, à droite, que pour une population qui n'avait pas un taux de mortalité très élevé, certes, il y avait un avantage en termes d'outcome pour les patients traités par perfusion continue. Et vu qu'en Australie, ils ont beaucoup plus d'argent que chez nous, ils ont reçu 2 millions de dollars australiens pour commencer une étude randomisée, double aveugle, je vous expliquerai ça comment après, si vous voulez, pour laquelle donc, on va tester enfin l'efficacité clinique et mortalité de la perfusion continue de bêta-lactame et sous une perfusion intermittente chez les patients soins intensifs. On espère avoir des résultats pour 2015. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la vancomycine? Donc, on utilise peut-être de moins en moins de vancomycine, parce qu'il y a de nouvelles molécules, parce qu'il y a la toxicité de la vancomycine, et parce que pour des CMI à 1 mg par litre pour les MRSA, qui est, selon l'organisme européen, toujours sensible à la vancomycine, on observe en pratique clinique, au moins pour la perf intermittent, de plus en plus d'échecs thérapeutiques. Alors, c'est une expérience française, tout d'abord, qui a bien montré que si vous donnez la vancomycine par perfusion continue, vous optimalisez les taux circulants de vancomycine. Ce n'est pas un truc compliqué. Si vous donnez la vancomycine en perf continue pour avoir un taux circulant de 20, si vous mesurez l'air sous la courbe de 24 heures, ça fait 20 fois 24, c'est 480. La CMI de l'MRSA est 1, ça fait 480 divisé par, ça fait 480. Si le seuil optimal de vancomycine est ce rapport au-dessous de 400, au niveau purement
idéal pharmacocinétique, si vous avez une perf constamment à 20 de Vanco, vous allez traiter, vous êtes efficace pour inhiber la croissance de MRSA. Alors, les données, je vais skipper là-dessus parce que c'est pas important pour le reste. Sinon, les données cliniques, c'est quoi? C'est pour finir, l'étude de Wiesoki de 2001 montrait qu'il n'y avait pas de différence clinique entre les deux approches, mais il avait ciblé des patients avec une infection MRSA qui n'étaient pas forcément hospitalisés l'USI. 34% de ces malades-là étaient hospitalisés l'USI, des patients sévères MRSA à l'hôpital. Et la question qu'on s'est posée, est-ce que si on donne 15 mg kg de charge de Vanco et 30 mg par kilo par 24 heures, c'est qu'il a dose recommandée par Wiesoki chez le malade de Réa, qu'est-ce qui va se passer? On a sorti ça l'année passée. En noir, vous avez ici le pourcentage des patients qui ont un taux de vancomycine en dessous de 20 au jour 1. Ça fait 55%. Donc on applique les doses recommandées par Wiesoki en 2001 chez le malade d'USI, on se rend compte que 50% de nos patients, il est sous-traité. Et il reste encore 25% des patients qui sont sous-traités au jour 3, malgré les efforts des docteurs de corriger le traitement. On s'est rendu compte effectivement que le plus la clearance de la créatinine est élevée, le plus la vancomycine est éliminée, le plus les taux étaient inadéquats. Et donc, on a donc utilisé ces données avec nos amis australiens pour faire une simulation au laboratoire qui dit que si on veut optimaliser les taux de Vanco en perf continue chez le malade d'USI, il ne faudrait pas 15, mais 35 mg par kilo de dose de charge, suivi par une dose qui dépendra de la fonction rénale. Alors, ça ressemble beaucoup de vancomycine, évidemment. Les données sont en cours. On a déjà les données qui sont présentées en congrès américain. On est en train de valider cette approche qui semble effectivement être très efficace pour obtenir des taux circulants de vancomycine optimaux dans la première 24 à 48 heures. Évidemment, il y a d'autres conditions spéciales pour lesquelles on pourrait parler. Alors, pour des raisons de temps, je ne vais pas parler de tout ça. Donc, j'ai dû choisir un des sujets, mais on peut parler d'ECMO ou BES si vous voulez après. C'est la CVVH. C'est un truc assez fréquent. C'est que pour la CVVH, on a des recommandations. Il y a plusieurs revues de la littérature. La plus connue, c'est la revue de Trotman, CID 2005, qui a essayé de faire un résumé de la littérature en disant, voilà, c'est un malade qui est un CVVH, et bien vous lui donnez 1 gramme tous les 12 heures de cefépime. Faisons un peu de résumé de la littérature. Alors, ce qu'on a fait chez nous, on s'est dit, bon, ça c'est bien, c'est des études prises par des cohortes extrêmement hétérogènes. Qu'est-ce qui se passe si on applique les recommandations de Trotman chez le patient en soins intensifs en Belgique? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes patients. Eh bien, encore une fois, ça c'est la barre qui vous montre le pourcentage des patients qui ont des taux d'antibiotiques adéquats pour traiter en PIO, la partie précoce du traitement, et le pourcentage des patients qui sont adéquats si on applique les recommandations de Trotman est moins que 40 à 50%. Donc il semblerait que c'est pas bon, ce qui est recommandé pour traiter le PIO. Alors c'est qu'on a dit, voilà, ce qu'on devrait faire, c'est alors dans le malade qui est en CVVH, vous donnez exactement la même dose que vous donneriez à quelqu'un qui est en fonctionnal normal. Donc je vais donner l'immunonem, je ne vais pas donner 1 gramme tous les 12 heures, je vais donner 1 gramme tous les 8 heures. Donc on a fait ça, on a regardé notre expérience, le papier vient d'être soumis à Clinical Care. Donc vous avez effectivement ici en bas 4, c'est la barre minimale qui identifie les taux optimaux d'antibiotiques, quoi qu'il soit le bêta-lactam, c'est tout mis ensemble, la partie précoce et tardive du traitement. Alors c'est pas trop difficile de voir que le nombre de points qui est en dessous de la barre est extrêmement limité, ça fait moins 10%. Ça veut dire quoi? Que si vous donnez les bêta-lactam à des doses qui sont les doses non adaptées à la fonction rénale chez les patients en CVH, vous arrivez à traiter de façon optimale la plupart des patients. Vous avez des taux qui dépassent bien la seuil de 4 fois la lacémie comme vous allez bien voir. Mais faites gaffe, parce qu'on parlera à la fin du talk, vous avez quand même des patients qui sont des taux extrêmement élevés. La question qui se pose, qu'est-ce qui se passe en termes de conséquences chez ces patients-là? C'est évidemment à discuter. Ce qu'on a vu aussi, c'est encore un papier de l'année passée, c'est pour ça que je l'ai cité, c'est qu'évidemment, pour la Vanco en perf continue, alors là, je vous dis, il y a zéro littérature. Il n'y a pas une seule étude prospective qui a dit, je donne la Vanco en perf continue en CVVH et je vous dis si cette dose marche ou pas. Alors, l'expérience que nous avons avec 22 patients, c'est que si vous donnez 35 mg kg de charge et 14 mg par kilo par 24 heures, vous avez moins de 10% des taux en dessous de 20 à 24 heures. Donc il semble être une stratégie assez efficace pour éviter les taux insuffisants premières 24 heures. On parle de taux adéquats, pas d'efficacité clinique, mais c'est la seule étude prospective, à ma connaissance, qui essaie de trouver une dose optimale de vancomycine en perte continue chez les patients en CVH. Alors quand on parle de la diffusion tissulaire, alors je vous dis que ça c'est vraiment assez tristement, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, parce qu'on a difficulté à mesurer les taux antibiotiques dans les tissus. Alors évidemment, on pourrait parler d'os, parce qu'évidemment c'est important de savoir qu'il y a des infections osseuses aux soins intensifs. Vous connaissez tous, ça c'est pas nouveau, vous avez ça dans tous les bouquins, qu'évidemment il y a certains antibiotiques qui viennent très bien dans les os, les fluoroquinolones, la clindamycine, le linezolide. Et je pense que la grosse limitation de ces études qui ont été faites surtout en salle d'opération, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté la molécule au patient, ils étaient en salle d'op, ils ont prélevé l'os, fait un homogénèse, ils ont mesuré le taux d'antibiotiques, ils nous ont dit voilà, le taux d'antibiotique il est à autant. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau plasmatique, on ne sait pas à quel moment on a mesuré l'antibiotique, on ne sait pas le pathogène. Donc c'est très difficile de vous dire quelle est la dose optimale, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour optimaliser la pénétration de la molécule dans l'os. On sait simplement, et ça c'est une recommandation générale, c'est qu'il faudrait essayer de shifter
à ces molécules ici sur le côté gauche qui ont la meilleure pénétration osseuse dès que possible, ce qui permet d'avoir une bonne pénétration locale et le traitement des patients, même avec un shift en traitement oral, et donc que ces patients deviennent ambulatoires. En termes prostatiques, il n'y a vraiment rien de nouveau. Je sais qu'il y a de plus en plus de prostatites aiguës qui compliquent les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs, mais vraiment rien de littérature là-dessus assez récent, à part qu'on sait que l'équinolone reste le premier choix pour les prostatites non compliquées. Alors pour les abdomens, j'avais vu ça pour les IC, donc je m'étais amusé à regarder un peu la littérature, par exemple, dans la pénétration des antibiotiques dans le tissu pancréatique, parce que chaque fois qu'on a une pancréatite chez nous, il faut donner un numéro N. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais donc, effectivement, quand on voit les anciennes études où on a fait des ponctions de tissu pancréatique à l'aiguille fine par voie percutanée, on se rend compte que le méropenem pénétrait certainement mieux que le céphalosporine au niveau du tissu pancréatique. Alors moi, encore une fois, je suis peut-être trop sceptique sur les études qui ont fait comme ça, mais n'oubliez pas que quand on prélève un tissu pancréatique nécrotique, qui est extrêmement hétérogène, ça ne veut pas dire que ça reflète exactement ce qui se passe partout dans l'abdomen. Et quand on voit les études tout récentes sur les mesures d'antibiotiques dans le liquide de drainage, et encore une fois l'équipe australienne de Lippmann a mesuré ça, on se rend compte que dans le malade du zinc, il y a pas mal d'antibiotiques, que si on mettait le drain d'acide qui se trouve au lit du patient, on met de l'antibiotique dedans, il y a pas mal d'antibiotiques qui est éliminé là-dedans. Donc si éliminé par le liquide d'acide, de façon assez directe, il doit pénétrer l'abdomen. Donc je pense que peut-être, même si ce n'est pas encore une fois la mesuration du liquide d'antibiotiques dans les tissus, on pourrait imaginer dans le futur, dans les ponctions d'acide sur les drainages de liquide abdominal, de commencer à en faire un TDM de certaines molécules, voir donc comment l'antibiotique pénètre là-dessus, pour faire ça de façon plus pratique et mesurer des taux au niveau du tissu même. Alors au niveau du cerveau, il n'y a rien de nouveau à part ce que vous connaissez déjà en termes de pénétration bactérienne, mais je voudrais me focaliser sur le côté opposé. Pas sur la pénétration des antibiotiques dans le tissu pour être bénéfique, mais pour la pénétration excessive d'antibiotiques dans le tissu cérébral et les effets secondaires. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur le bêta-lactam, on m'a dit qu'il faut donner beaucoup de bêta-lactam pour traiter le PIO, parce que si on ne traite pas très bien, le patient meurt. Okay. Mais comme on donnait de plus en plus de bêta-lactam, et les patients dans insuffisance rénale, ils sont CVH, les antibiotiques risquent de s'accumuler. Alors, on m'a toujours dit que les bêta-lactam ont un spectre thérapeutique assez large, pas d'effets secondaires, il n'y a pas de problème. Mais puis, quand on voit la littérature, il y a pas mal de cas rapportés, des gens sous traitement, surtout par céphalosporine, qui ont des complications neurologiques. Et quand vous avez un peu gratté la littérature, surtout animale, on se rend compte qu'en injectant un bêta-lactam dans le système ventriculaire de l'animal, induit de façon dose-dépendante des crises d'épilepsie. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme une molécule qu'on a toujours considérée comme une molécule tout à fait safe, des molécules safe, en classe d'antibiotiques safe, peuvent donner des effets secondaires. Alors, s'il y a beaucoup d'études au niveau animal et s'il y a quelques case reports ou quelques séries qui disent que les patients sous céphalosporine, surtout céphépime, ont des crises d'épilepsie, il y a vraiment, parce qu'on aurait vu ça récemment pour le papier, peut-être une quinzaine de patients qui ont été mesurés. Donc on sait que le taux d'antibiotiques très élevé est associé à des complications neurologiques. Mais quelle est la limite qu'il ne faut pas dépasser? Nous avons donc prévu chez nous, parce qu'on fait une TDM de bêta-lactam en routine, 199 patients pour lesquels on avait donc des TDM répétés et un examen neurologique rétrospectif sur le Glasgow et toutes les limitations du Glasgow, a défini le neuroworsening, la dégradation neurologique, comme une perte au moins de 2 à 3 points de Glasgow. Si vous avez le pourcentage des patients qui font une dégradation neurologique sous antibiotiques, il est le même, que ce soit céphalosporine, piptazo, méronène. Donc, première information, ce n'est pas seulement le céphalosporine, mais toutes les molécules peuvent donner théoriquement des effets secondaires. De façon encore plus intéressante, il semble avoir une espèce de corrélation linéaire. Les plus de taux antibiotiques sont élevés, le plus le pourcentage de neuroworsening s'élève. Donc, il semble y avoir une corrélation entre le taux d'antibiotiques circulant et les complications neurologiques. Et cette valeur de taux d'antibiotiques semble être un facteur qui, de façon indépendante, prédit le neuroworsening, donc corrigé par le facteur de gravité. Donc, il semble être vraiment un vrai facteur qui peut déterminer des problèmes neurologiques chez nos patients. Alors, très rapidement, je termine avec le côté subcutaneous et pulmonaire. Alors, est-ce qu'il faut mesurer les taux antibiotiques dans le côté subcutané? Je pense que, pour qui est sceptique, vous direz, mon patient n'a pas d'infection cutanée, qu'est-ce que ça me représente au niveau de la peau? Je pense que c'est surtout intéressant pour les patients brûlés, parce que les patients brûlés, effectivement, ont souvent des vastes zones de leur corps qui sont bien brûlées, qui donc ont besoin d'avoir, sont pleines d'infections locales, ils ont besoin que l'antibiotique pénètre au niveau local. C'est vrai que l'idée générale, c'est que le tissu étant nécrotique, il n'y a pas de pénétration antibiotique au niveau local, mais je vous invite à lire ce papier. On a mesuré les taux de céphalotine dans les volontaires sains, dans les patients brûlés et des patients peu brûlés, et bizarrement, il y a plus d'antibiotiques dans le tissu du patient brûlé que dans le patient tout venant. Donc il semble que la pénétration soit plus élevée dans le patient brûlé que dans le patient non brûlé. C'est assez intéressant, on voit comment parfois les hypothèses sont réfutées par les résultats. Pour finir, une façon d'optimaliser, pour finir la version tissulaire, vous le connaissez, c'est un antibiotique parfois inhalé. Alors je ne discute pas de la littérature, je discute du concept simplement très rapidement.
On sait que c'est surtout vrai pour les antibiotiques qui ont une mauvaise pénétration au niveau du poumon. Par exemple, en bas, c'est les aminosides ou la colistine. Alors que pour les bêta-lactam, la pénétration est entre 30 et 50%. Alors si au niveau animal, ça marche super bien, vous prenez un cochon qui est sain, vous donnez l'antibiotique par voie inhalée, les taux d'amicacine au niveau du poumon sont très élevés. Par contre, si vous prenez un poumon qui a une pneumonie, vous allez assister en bas à gauche à un phénomène de hétérogénéité qui est montré aussi à droite par un scanner, c'est-à-dire que si mon patient a une pneumonie en haut à droite et je donne par voie inhalée, je suis certain que cet antibiotique va aller au niveau du poumon qui n'est pas ventilé plutôt que d'aller dans les parties du poumon qui sont saines. Et ça, on ne sait pas. On sait surtout, et je vous invite à regarder sur ce papier les constellations en bleu, en vert, que si vous avez des atelectasies pulmonaires, ce qui se passe par exemple dans la salle d'opération en chirurgie cardiaque, vous avez beaucoup moins de pénétration d'antibiotiques au niveau du poumon que si vous avez des poumons moins atelectatiques. Et n'oubliez pas que pour faire de l'inhalé, il faut que le patient soit ventilé à des conditions très spécifiques, souvent non praticables en cas d'ARDS ou d'infection pulmonaire sévère. Et donc pour conclure, rester dans le temps, vous avez vu qu'il y a des données pharmaceutique qu'il faut connaître pour optimaliser les antibiotiques. Il faut donner probablement plus de ce qu'on fait d'habitude en aminoside, en bêta-lactam et en vancomycine pour optimaliser les taux de ces molécules au niveau plasmatique. Faites juste gaffe parce que la pénétration tissulaire n'est pas prédite par les taux circulantes et si dans certains cas ce n'est pas très important, dans d'autres cas comme le cerveau, on pourrait avoir pour des taux très élevés de bêta-lactam des effets secondaires au niveau plasmatique. Et donc je pense que la recherche future est par exemple comment prédire ou mesurer ces taux plasmatiques au niveau des tissus. Ça reste évidemment un domaine de recherche intéressant. Merci.